tous, bienvenue dans mon humble demeure. Ma cabane vous plaît? Je l'ai redécorée pour l'occasion. Oui, car ce soir, c'est un soir très particulier. Halloween. Ce moment de l'année où le monde des morts et celui des vivants entrent en contact et où les peurs les plus profondes prennent vie. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Aimiez-vous les contes de fées lorsque vous étiez enfant? Ces histoires adorables, avec des animaux parlants, que vos parents vous racontaient le soir, juste avant d'éteindre la lumière? Oui, qui n'aime pas ça? Mais savez-vous que ces petites histoires, à la morale souvent utile, ont parfois des origines bien plus sombres? Il y a plusieurs siècles, bien avant que ces histoires ne soient racontées au coin du feu, il était courant de remplacer les humains par des animaux lorsqu'on souhaitait parler d'affaires sordides sans risquer de traumatiser les enfants. Ah! Je vois que vous êtes intéressé, n'est-ce pas? Dans ce cas, préparez-vous un petit encas et une boisson. Nous allons nous installer au coin du feu pour un récit horrifique. Je vous invite à découvrir l'histoire sanglante ayant donné naissance au conte du loup et des 7 chevreaux. Notre histoire se déroule dans un petit village au fin fond des bois pyrénéens. Dans ce petit village du Moyen-Âge vivaient une centaine de personnes. Les habitants travaillaient essentiellement dans les champs et les bois. Ils gagnaient de l'argent en vendant bois, fourrage et céréales à la ville voisine, vivant une vie simple et pauvre. Le village possédait un petit marché, une mairie et un atelier de maréchal ferrant. Un seul et unique gendarme était chargé d'y faire respecter la loi. Et il n'avait pas d'église. La messe du dimanche était célébrée dans un village voisin. Et les habitants s'y rendaient régulièrement pour affaires, y travailler, ou simplement y boire un verre, n'ayant pas d'auberge dans leur village. Un village ordinaire, comme il y en avait des milliers d'autres à cette époque. Un peu à l'écart des habitations, se trouvait une petite maison en bois, au centre d'une clairière. Et, dans cette maison, vivait un couple heureux, avec leurs 7 enfants. Joseph, le père de famille, était un homme grand et bourru, peu loquace, mais aimant. Il travaillait dans la forêt en tant que bûcheron, abattant chaque jour les arbres pendant de longues heures, pour gagner de quoi faire subsister sa famille. Sa femme, Henriette, était douce et aimante, bien qu'elle se montrait souvent stricte avec ses enfants. La dure vie de paysan nécessitait une discipline stricte afin d'assurer le meilleur train de vie possible à tous. Ils étaient également connus comme les plus pauvres du village, mais respectés comme des gens simples, honnêtes et travailleurs. Henriette s'occupait de la maison, des enfants, et lavait du linge pour de nombreuses personnes du village, afin de gagner quelques pièces de cuivre. 2 fois par semaine, elle allait également au marché, pour tenir le stand d'un des agriculteurs les plus riches du village, en échange de 2 pièces de cuivre. Cela lui permettait de gagner un peu plus d'argent qu'en lavant le linge, mais également de ramener quelques invendus que son patron généreux lui donnait en fin de matinée, après la fin du marché. C'était donc une opportunité précieuse pour la famille, qui lui permettait d'améliorer l'ordinaire avec des légumes, des céréales et parfois même des œufs, aidant à nourrir leurs 7 enfants. Pendant ce temps, les enfants restaient à la maison, aidant de leur mieux leurs parents. Quand leur mère était à la maison, ils aidaient en prenant soin du cheval, de la carriole, ou bien aidant à charger ou décharger le bois, à l'empiler, et bien sûr, prenant soin du potager. Cependant, quand il n'y avait pas d'adultes pour les surveiller,
il devait rester à l'intérieur de la maison, verrou fermé, et avait pour consigne de n'ouvrir à personne. Les plus âgés s'occupaient alors des plus jeunes, tandis que les enfants du milieu aidaient aux tâches ménagères. Ils jouaient également ensemble jusqu'au retour de leur mère, à la fin du marché. Ce jour-là, tout avait commencé comme d'habitude. Le réveil avait eu lieu à l'aube. Joseph se leva et alla faire sa toilette, tandis que sa femme lui préparait le petit déjeuner. Henriette lui servit donc un bol de gruau et un morceau de pain, avant d'emballer dans un linge un morceau de pain et un morceau de fromage pour son déjeuner. Pendant que son mari dévorait son repas, elle alla réveiller les enfants et commença à faire sa propre toilette. Une fois Joseph parti au travail, la femme vérifia que tous les enfants étaient debout et propres, avant de leur servir à chacun un bol de gruau et de manger le sien. Une fois le petit déjeuner terminé, elle ordonna à sa fille la plus âgée de s'occuper de la vaisselle, avant de donner ses instructions habituelles. Elle leur répéta une dernière fois de ne surtout pas ouvrir la porte avant qu'elle ne soit rentrée, et les embrassa. Henriette quitta ensuite la maison pour se rendre au marché du village, sans se douter une seule seconde que son départ était étroitement surveillé. Un peu plus loin dans la forêt, un homme surveillait de près la maison, attendant avec impatience le moment où il pourrait enfin s'approcher de l'habitation. Après avoir attendu quelques minutes pour être sûr qu'il était vraiment seul, il sortit de sa cachette et s'approcha. Les enfants, eux, étaient tranquillement en train de faire la vaisselle, en discutant de ce qu'ils allaient faire après. Le plus jeune, sa peluche chèvre pressée contre lui, demanda s'il pouvait avoir une histoire, tandis qu'un autre proposait une partie de cache-cache. Soudain, les enfants entendirent toquer à la porte. Marie-Christine, l'aînée de la petite troupe, alors âgée de 9 ans, s'essuya les mains avant de s'approcher de la porte. C'était une petite fille intelligente et très vive d'esprit. Elle demanda qui était là, sans ouvrir la porte. Une voix grave s'éleva, déclarant qu'il s'agissait de Joseph, leur père, et lui ordonna d'ouvrir la porte, puisqu'il avait apparemment oublié quelque chose dans la maison, en allant au travail. Jean, le deuxième enfant de la famille, âgé de 8 ans, s'approcha de sa grande sœur et déclara que la voix n'était pas celle de leur père. L'homme insista, tournant avec force la poignée et faisant vibrer le verrou, ordonnant à ses enfants d'ouvrir la porte immédiatement. Jean tendit la main vers le verrou, mais Marie-Christine l'arrêta avant qu'il ne déverrouille l'entrée. La petite fille prit la parole et expliqua à l'homme que leur mère leur avait interdit d'ouvrir la porte à un inconnu. Elle lui posa ensuite plusieurs questions pour vérifier qu'il s'agissait bien de Joseph. Pour seule réponse, elle ne reçut que des jurons pleins de colère avant d'entendre l'inconnu partir d'un pas lourd. Les enfants oublièrent bien vite cet incident et reprirent leur jeu, tandis que les deux filles les plus âgées, Marie-Christine et Margaret, finissaient la vaisselle. Une demi-heure plus tard, l'homme était de retour. Il courut jusqu'à la maison et tambourina la porte en suppliant. Il cria aux enfants qu'il s'était fait attaquer par une meute de loups, qu'il était gravement blessé, et, en gémissant de douleur, il leur demanda de l'aide. Il demanda aux enfants d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent se mettre à l'abri et se soigner. Les enfants hésitèrent. Devaient-ils lui venir en aide ? Jean et Marie-Christine se concertèrent, mais décidèrent finalement de ne pas ouvrir la porte. L'homme était trop étrange. D'abord, il tentait de se faire passer pour leur père, et maintenant cette histoire de loup, cela ressemblait bien trop aux histoires que leurs parents leur racontaient le soir, pour leur faire peur. Et puis, s'ils ouvraient, leur mère serait très fâchée. Margaret, curieuse,
s'approcha d'une fissure dans le mur et regarda à l'extérieur. Elle voulait savoir à quoi ressemblait un loup. Elle aperçut alors un homme très grand et très large, aux cheveux longs et sales et à la longue barbe broussailleuse. L'homme, bien que très crasseux et vêtu d'habits en lambeaux, semblait en parfaite santé et il n'avait aucune blessure visible, ce que la jeune fille n'hésita pas à faire remarquer à voix haute. Elle poussa un petit cri quand un œil furieux et injecté de sang apparut en face de la fissure. L'homme avait trouvé le trou. Les enfants le traitèrent de menteur et refusèrent catégoriquement d'ouvrir la porte. L'homme s'éloigna à nouveau, tandis que les enfants, très inquiets, poussèrent un meuble contre la porte avant de reprendre leur jeu. Une heure plus tard, des pas retentirent à nouveau dans la clairière. Les enfants, apeurés, arrêtèrent leurs activités, les plus jeunes se réfugiant sur les matelas de paille qui leur servaient de lit, tandis que les deux plus grands, Jean et Marie-Christine, s'approchaient à nouveau de la porte, peu rassurés. Une voix faible et chevrotante retentit alors, une voix de personne âgée. La vieille dame leur annonça alors d'une voix douce qu'elle faisait le tour des enfants du village pour leur offrir à chacun une part de gâteau au miel qu'elle venait juste de sortir de son four. À ces mots, la plupart des enfants se rapprochèrent pour pousser le meuble et dégager la porte. Jean hésitait. Si leur mère apprenait qu'ils avaient ouvert la porte, elle allait les punir. Mais un gâteau au miel. Cependant, Noël, le petit dernier âgé de 3 ans, demanda candidement à Marie-Christine pourquoi est-ce qu'il ne sentait pas l'odeur du gâteau, comme celui que leur mère leur faisait une fois par an pour la nouvelle année. Jean éloigna alors les enfants de la porte et s'approcha de la fissure pour vérifier. Il vit alors une grande silhouette courbée, recouverte d'une couverture élimée. Il eut beau regarder autant qu'il pouvait, il n'arrivait pas à voir le visage de cette femme anormalement grande. Il remarqua cependant qu'elle avait de grandes mains poilues et surtout qu'elle n'avait avec elle ni panier ni plat pouvant contenir le fameux gâteau. Il reconnut alors l'homme qui avait déjà tenté 2 fois d'entrer dans la maison et lui cria d'arrêter de leur mentir, qu'il n'ouvrirait pas la porte tant que leur mère ne serait pas rentrée du marché. L'homme retira la couverture et se mit à crier, tout en cognant contre la porte, faisant crier et pleurer de peur les plus jeunes. Puis il partit, en marmonnant des jurons dans sa barbe. Pour leur remonter le moral, Marie-Christine proposa de jouer à cache-cache, et se proposa même pour compter en première. Les larmes cessèrent rapidement, et la petite famille se mit à jouer frénétiquement. Pendant presque une demi-heure, ils s'amusèrent sans que l'homme ne revienne troubler leur jeu. Alors que Jean commençait à compter, les 6 autres enfants couraient se cacher un peu partout dans la maison. Le petit Noël, profitant de sa taille minuscule, demanda à Margaret de l'aider à se cacher. Il se glissa dans la partie basse de la grande horloge, et sa sœur referma la porte derrière lui, remettant le crochet qui la maintenait fermée en place. Il se recroquevilla, serrant sa peluche chèvre contre lui, tout content et sûr de gagner. Au moment où Jean commençait les recherches, ils entendirent soudain quelqu'un courir jusqu'à la porte et tambouriner de toutes ses forces. La voix du fils du maréchal Ferrand retentit. Il hurla aux enfants que leur mère avait eu un accident au marché. Immédiatement, tous les enfants sortirent de leur cachette et se ruèrent sur la porte pour l'ouvrir et demander des nouvelles. Tous, sauf le petit Noël, piégé dans l'horloge. L'enfant entendit alors un bruit sourd, suivi du bruit de quelque chose de lourd tombant au sol, avant que le verrou ne soit déverrouillé et la porte ouverte. Des hurlements de terreur retentirent, figeant le petit garçon. Un brouhaha innommable de cris, pleurs et meubles renversés retentirent alors dans la maisonnée, pendant qu'une course-poursuite s'engageait entre l'homme et les 6 enfants terrorisés.
Le dangereux criminel avait convaincu le fils du maréchal Ferrand, Luc, que quelque chose de grave était arrivé au marché et qu'il devait prévenir immédiatement les enfants enfermés chez eux. Le garçon naïf, âgé de 11 ans, l'avait suivi en courant, sans se poser de questions, et s'était précipité chez les petites victimes. Une fois certain que la porte s'ouvrirait, l'homme avait donné un violent coup de bâton sur la tête de son innocent complice, l'assommant sur le cou. Il se précipita ensuite dans la maison, attrapant les enfants un par un, les assommant à coups de bâton, tout en se régalant de leurs cris de terreur. Un par un, les petits êtres impuissants s'écroulèrent sous ses coups, jusqu'à ce que le silence ne retentisse dans la maison isolée. Le pauvre petit Noël, caché dans son horloge, était si terrifié par ce qu'il avait entendu qu'il s'était évanoui. Le monstre qui l'avait terrorisé, lui, était en train de ligoter, une par une, ses petites victimes, avant de les entasser dans une carriole abîmée qu'il avait volée. Il attrapa le corps de Luc et, avec un rictus sadique, décida de laisser un petit souvenir au propriétaire de la maison. Récupérant un couteau dans le meuble de la cuisine, il égorgea le garçon avant de le déshabiller et de découper des morceaux de chair qu'il éparpilla partout dans la maison. Il accrocha ensuite le cadavre au plafond, pendu par les pieds, et laissa le sang s'écouler sur le sol de la maison dévastée. Satisfait de sa mise en scène macabre, il attrapa les deux bras de la carriole et partit en emportant les enfants. Le temps s'écoula alors lentement, rythmé par le léger bruit du sang qui coulait du corps du malheureux. En début d'après-midi, Henriette revint chez elle, avec un plein panier de provisions. Elle souriait en pensant à la joie de ses enfants quand ils apprendraient que l'un des marchands lui avait offert un petit pot de miel. Soudain, elle vit que la porte de sa maison était grande ouverte et qu'aucun bruit n'en sortait. Prise d'un terrible pressentiment, elle se précipita en direction de son logis, appelant ses enfants. Lorsqu'elle aperçut l'intérieur de la maison, le panier rempli de nourriture se fracassa au sol, tandis qu'elle poussa un hurlement perçant. Elle s'effondra sur le sol, terrorisée et sous le choc. La femme resta un moment hagard, avant de se remettre debout et de courir en direction du village pour demander de l'aide. Le gendarme du village, accompagné de 2 autres hommes, se précipita sur la scène du crime. Ils durent sortir plusieurs fois tant la vision était insoutenable. Les 3 hommes détachèrent le petit corps pendant que 2 autres villageois, arrivés peu après, allèrent trouver Joseph et les parents de Luc. En pleurs, Henriette appelait désespérément ses enfants, jusqu'à ce que, à la stupeur générale, la petite voix de Noël ne retentisse. En entendant la voix de sa mère, le petit garçon se mit à pleurer et à l'appeler de toutes ses forces. Henriette, en l'entendant, se précipita dans la pièce, sans prêter plus attention aux horreurs qu'elle contenait. Elle ouvrit l'horloge et en sortit immédiatement son plus jeune enfant, qui s'accrochait désespérément à elle. Tremblante, la femme sortit son fils de la maison, l'emmenant à l'écart de l'horreur, et le berça en le couvrant de baisers. Elle le câlina sans laisser qui que ce soit l'approcher pendant près d'une demi-heure, avant que Joseph n'arrive en courant. Après le choc de la disparition de ses enfants et la vision de sa maison dévastée et couverte de sang, il finit par se reprendre et réussit à persuader sa femme de laisser le gendarme interroger leur fils. Doucement, avec l'aide de ses parents, l'homme réussit à interroger le petit survivant. Il leur parla du grand monsieur sale et méchant qui avait essayé plusieurs fois de leur faire ouvrir la porte, puis la vieille dame et enfin la partie de cache-cache où il s'était fait enfermer dans leur loge. Puis, le petit babilla un discours difficilement compréhensible à propos du garçon, de l'accident et les cris terrifiants qui lui avaient fait si peur. En pleurant, il s'excusa auprès de sa mère pour avoir fait pipi dans son pantalon à cause de la peur. Ses parents lui assurèrent qu'ils n'étaient pas fâchés
et qu'il ne serait pas puni. Joseph serra son fils dans ses bras un instant, avant de le confier à sa femme et d'aller aider les villageois de plus en plus nombreux à rechercher ses enfants. En fouillant la maison et les environs, il remarqua qu'il manquait un de ses plus gros couteaux, ainsi qu'une vieille carriole abîmée, qu'il devait réparer depuis longtemps. Après concertation, les hommes en déduirent que l'homme avait volé la carriole pour pouvoir transporter les enfants seuls. Le meilleur chasseur du village, à l'aide de son chien, se mit alors à chercher une piste et la suivit, s'enfonçant dans les bois. Ils remontèrent la piste grâce au chien et aux différentes traces laissées par l'homme, des traces de boue, de branches cassées et de sang. Après plus d'une heure de recherche, le groupe arriva en vue d'un autre village, de l'autre côté de la forêt. Le chien les conduisit rapidement vers une grange abandonnée, qui semblait prête à tomber en ruine. Ils l'ouvrirent et se retrouvèrent face à une scène toute droit sortie de l'enfer. Le foin était trempé de sang. Le liquide carmin recouvrait chaque coin de la vieille bâtisse. Des membres tranchés étaient éparpillés. Les petits corps des enfants gisaient un peu partout sur le sol, leurs vêtements retirés et leurs cadavres éventrés placés dans d'obscènes positions. Au centre de la pièce se trouvait une créature qui terrifia les hommes. Grande, poilue et recouverte de sang. On aurait dit un démon, ou bien un loup-garou. Finalement, Joseph se rendit compte que la chose était en train de dévorer le cadavre de sa plus jeune fille. Et, sous la colère et le chagrin, il se jeta sur l'être monstrueux pour le rouer de coups. De plus près, il fut horrifié en comprenant que le monstre qui avait torturé, tué et mangé ses enfants était bel et bien un être humain. L'homme était nu, le sang et la crasse qui le recouvraient, collant ses cheveux et ses poils, donnaient l'illusion d'une fourrure, ce qui avait fait penser à un animal. L'homme se laissa capturer sans opposer la moindre résistance, le corps secoué d'un rire profond et malaisant. Il se mit à provoquer Joseph, le remerciant pour lui avoir offert ainsi ces 6 adorables petites victimes, et racontant, avec beaucoup de détails morbides, comment il avait torturé et abusé des enfants, avant de les découper en morceaux encore vivants, et de se nourrir de leur chair tendre et chaude. L'homme fut jugé le soir même et pendu le lendemain, sous les cris de colère et de haine des villageois. L'histoire se répandit de village en village, traversant les frontières et les générations. Le tueur devient petit à petit un loup-garou, puis un loup, tandis que les enfants, dont le plus jeune ne quittait jamais sa peluche en forme de chèvre, devinrent les 7 petits chevreaux.